Cette femme a un syndrome qui n'existe pas. Elle convulse, se tord dans tous les sens, hallucine, délire et parfois elle s'extasie. Pour son médecin, le diagnostic est clair. On tente de déchiffrer ici le sens de l'hystérie, exprimant un conflit dont la nature sexuelle est évidente. En gros, elle est hystérique. À l'époque, on pensait que l'utérus des femmes hystériques se baladait un peu partout dans le corps, touchant les autres organes et provoquant toutes sortes de symptômes et plein d'autres trucs. Évidemment, c'est faux, mais on y a cru pendant très longtemps. Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire fascinante de l'hystérie. On va voir comment cette maladie a servi à contrôler les femmes pendant des siècles en les enfermant dans un rôle bien précis. On découvrira aussi comment on est passé de l'utérus à une cause neurologique et pourquoi l'hystérie est étroitement liée à l'invention des sextoys. Bienvenue dans l'histoire étrange et complètement injuste de l'hystérie féminine. L'hystérie, c'est un mot qu'on entend parfois en plaisantant pour décrire quelqu'un qui s'agite ou qui exagère. Mais il y a encore un siècle, c'était un diagnostic médical très sérieux, surtout pour les femmes. On pensait que c'était une vraie maladie avec des symptômes très variés, des convulsions, des paralysies, des crises de larmes ou de rire, des hallucinations. Tout ce qu'on ne comprenait pas pouvait tomber sous cette étiquette. Et c'était pas une maladie rare. Au contraire, c'était presque un diagnostic fourre-tout automatique. Mais comment on en est arrivé là ? Pourquoi on a cru que l'hystérie existait et comment cette idée a pu influencer notre société pendant des siècles ? Eh bien, tout commence dans l'Antiquité. À cette époque, on pensait que le corps des femmes est mystérieux et imprévisible, surtout à cause de l'utérus. C'est un organe qui est mal connu, plutôt bizarre, capable de pondre de temps en temps des bébés ou qui fait des hémorragies de manière régulière tous les mois. Les médecins grecs, comme Hippocrate, imaginent que l'utérus est un peu comme un animal indépendant qui peut se déplacer dans le corps. Alors pourquoi ? Je sais pas. Et quand il bouge, il peut provoquer plein de troubles différents. Des douleurs, des suffocations, des crises de nerfs, bref, il devient la source de tous les maux qu'on ne sait pas expliquer à l'époque. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'hystérie vient de là en fait. En grec, hystéra veut dire utérus. C'est littéralement la maladie de l'utérus. Et pendant des siècles, cette idée va rester dans les esprits, même si on modifie un peu les détails. C'est fou, non ? Merci les Grecs. Au Moyen-Âge, les femmes qui montraient des signes d'hystérie n'avaient pas seulement à craindre un diagnostic médical complètement faux, mais aussi les superstitions. On le sait, cette époque était marquée par une grande ignorance médicale et une forte croyance dans le surnaturel. Les femmes qui convulsaient, déliraient ou avaient des visions étaient souvent perçues comme possédées ou en lien avec le diable. On les accusait parfois de sorcellerie et ça pouvait entraîner de la torture, des noyades ou être brûlé sur un bûcher. Cette période montre bien à quel point l'hystérie était utilisée comme un prétexte pour opprimer les femmes en associant des troubles médicaux ou des actes maléfiques. Et même après le Moyen-Âge, les solutions pour traiter l'hystérie restaient assez surprenantes. Pendant des siècles, on a cru que le remède miracle à l'hystérie était le mariage. Si une femme montrait des signes d'hystérie, c'était souvent parce qu'elle n'avait pas une vie sexuelle très régulière ou qu'elle n'avait pas assez d'enfants. La solution des médecins de l'époque ? Trouver un mari pour qu'elle mène une vie équilibrée et l'encourager à avoir plus d'enfants. Le mariage et la maternité étaient donc vus comme des moyens de canaliser les femmes et de les stabiliser. Et en réalité, c'était surtout un moyen de les enfermer dans un rôle social bien précis, celui de l'épouse et de la mère, en utilisant la médecine pour justifier cette oppression. Une autre croyance fascinante autour de l'hystérie concernait les pouvoirs supposés de l'utérus. On pensait que cet organe pouvait se déplacer dans le corps, mais aussi qu'il était sensible aux odeurs. Ouais. T'as bien entendu. Selon certaines théories, l'utérus pouvait être attiré par des parfums agréables et repoussé par des odeurs désagréables. Donc pour soigner l'hystérie, certains médecins appliquaient des pommades qui sentaient bon près du vagin pour ramener l'utérus à sa place, et pour être doublement efficace, on utilisait aussi des substances puantes pour éloigner des zones sensibles du corps. Donc en gros, ça sentait bon en bas, mais ailleurs ça puait. Au fil du temps, l'hystérie devient un concept très pratique pour justifier toutes sortes de comportements chez les femmes. Une femme est trop émotive, hystérique. Trop indépendante, hystérique. Elle refuse de se conformer aux attentes sociales, encore une fois, hystérique. Ce diagnostic est d'ailleurs bien pratique pour les médecins parce qu'il pouvait justifier des traitements qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de violents. À l'époque victorienne par exemple, on prescrivait des traitements énergétiques, c'est-à-dire des bains glacés, des saignées, des massages pelviens, oui, c'est bien ce que tu imagines. Mais en fait, ces méthodes, ça résolvait pas le problème. Elles renforçaient même l'idée que le corps des femmes devait être contrôlé. Au 19e siècle, l'hystérie commence à intéresser les neurologues. C'est là qu'entre en scène un personnage assez célèbre, Jean-Martin Charcot. Ce médecin français est un pionnier de la neurologie. Il travaille à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où il étudie des femmes qui sont diagnostiquées hystériques.
Il les observe, les hypnotise des fois, et décrit leurs crises comme des phénomènes neurologiques. Pour lui, l'hystérie est liée au cerveau, et pas à l'utérus. Donc théoriquement, les hommes aussi peuvent être hystériques, parce que nous aussi, on a un cerveau. Mais malgré cette avancée, Charcot ne remet pas en question l'idée que l'hystérie est une maladie exclusivement féminine. C'est aussi à cette époque que Sigmund Freud entre en jeu, le fameux. Lui, il pense que l'hystérie est liée à des traumatismes psychologiques, souvent sexuels et refoulés. En gros, pour Freud, c'est un problème de l'esprit, pas du corps. Donc là, c'est un changement important, mais qui ne change pas vraiment le fait que ce sont toujours les femmes qui sont accusées. Au début du XXe siècle, alors que la psychanalyse de Freud devient de plus en plus populaire, le terme hystérie commence à disparaître. Pourquoi ? Parce que la médecine évolue, que les femmes revendiquent de plus en plus leurs droits et que les diagnostics médicaux deviennent plus précis. On comprend mieux ce que sont les maladies mentales, les troubles neurologiques et qu'on n'a plus besoin d'un concept aussi vague que l'hystérie comme fourre-tout automatique. Mais malheureusement, l'idée d'une femme émotive, irrationnelle ou trop sensible reste encore bien ancrée dans les mentalités. Même aujourd'hui, pour certaines personnes et dans certaines cultures. L'hystérie disparaît des manuels officiellement seulement dans les années 1980, mais elle reste dans le langage courant comme un moyen de rabaisser ou de ridiculiser les femmes. Et puis il y a un twist assez inattendu. Tu te souviens de ce fameux massage pelvien qu'on prescrivait aux femmes pour soigner leur hystérie ? Eh bien c'est de là qu'est né le sextoy moderne. Les médecins, trop fatigués de devoir faire des traitements manuels, les pauvres, ils inventent des machines pour les remplacer. Le premier vibromasseur électrique a été breveté à la fin du 19e siècle et il était vendu comme un appareil médical. Et ironie de l'histoire, cet outil créé pour contrôler les femmes est devenu aujourd'hui un symbole de libération sexuelle. D'ailleurs, je te conseille de regarder ce super film qui est hyper bien fait et hyper drôle, qui raconte l'histoire de ces pauvres médecins qui devaient masser les parties génitales des femmes hystériques et comment ils inventent le premier vibromasseur pour arrêter de souffrir de crampes de la main. Est-ce qu'on ferait pas une minute de silence pour eux ? L'histoire de l'hystérie, c'est l'histoire d'une fausse maladie utilisée pour contrôler et opprimer les femmes. Mais c'est aussi l'histoire de la médecine qui tâtonne, des préjugés qui persistent et des femmes qui finissent par se réapproprier ce qui était utilisé contre elles. Aujourd'hui, on sait que l'hystérie n'a jamais existé. Mais son héritage, lui, est bien réel. Il nous rappelle comment la science peut être influencée par les croyances de son époque et comment ces croyances peuvent avoir des conséquences terribles sur des vies humaines, et ça pendant des siècles. Alors la prochaine fois que quelqu'un te traite d'hystérique, souviens-toi que c'est une insulte qui est très chargée d'histoire, mais aussi de beaucoup d'absurdité. Est-ce que t'as entendu parler de Gloria Ramirez ? Alors imagine, une femme arrive aux urgences pour des problèmes respiratoires, mais les médecins en tentant de la sauver, déclenchent une réaction en chaîne si étrange qu'elle force l'évacuation totale de l'hôpital. C'est une histoire vraie, et je t'explique là je sais plus dans quel côté, tout de suite.